Je suis Jérôme Billet, je suis le délégué général de France Innovation. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'EIC Accelerator, la troisième étape de la candidature de l'EIC Accelerator. Vous l'avez vu depuis le début de l'année, on a fait l'étape 1, l'étape 2, donc on arrive à l'étape 3, c'est assez naturel. C'est un webinaire un peu spécifique puisque là, ce n'est pas que le point de contact national EIC Accelerator qui prendra la parole, dont je fais partie, mais on a aussi le plaisir de recevoir deux témoins, Lisa Grasser de la société Mekaware et Jean-Philippe Fournier de Spectronit, qui sont passés par ce que potentiellement vous allez vivre, à savoir l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Ils en sont sortis lauréats, donc on a la chance de les avoir avec nous et merci encore. On aura leur retour d'expérience. Donc c'est un webinaire qui va se faire en 4 temps, un temps de présentation un peu général sur le IC Accelerator, un temps qui sera consacré spécifiquement à l'étape 3, donc la partie interview, et le retour d'expérience de Lisa et Jean-Philippe, et puis bien entendu la partie questions-réponses. Pour ceux qui sont rodés à nos webinaires, sachez que vos micros ainsi que vos webcams sont coupés. Ce sera le cas sur l'intégralité de la session et qu'au cours de la journée, vous devriez recevoir un email qui peut se glisser dans vos courriers indésirables, donc méfiance, avec un lien vers le replay ainsi qu'un lien vers le support de présentation. Alors, le IC Accelerator, qui fait l'objet du webinaire, est une partie en fait, du programme européen pour la recherche et l'innovation qui s'appelle Horizon Europe et qui couvre la période 2021-2027. Donc, on est plutôt en fin de programmation, néanmoins sur les plus de 90 milliards d'euros de budget, dont une partie consacrée au pilier 3 dans lequel se trouve le IC Accelerator. Il y a encore du financement, bien entendu, sinon on ne ferait pas de webinaire pour vous informer. Et bien entendu, il y a aussi des discussions en cours sur le futur programme cadre et le devenir notamment le IC Accelerator. Alors ça, c'est la structuration d'Horizon Europe. Retenez pas forcément ça. Nous, ce qu'il faut retenir, c'est que l'EIC, c'est pour European Innovation Council, donc c'est Conseil européen d'innovation, c'est ce que vous avez encadré en rouge dans le pilier 3. C'est derrière ce terme-là un peu conseil, ça reste du financement et des instruments financiers. Et donc, on va les évoquer, et plus particulièrement sur le IC Accelerator. Retenez aussi que dans le pilier 2, il y a des opportunités de financement qui ne sont pas inintéressantes. On n'est pas du tout sur les mêmes schémas, on est vraiment sur des projets collaboratifs, top-down, c'est-à-dire que la Commission européenne établit des appels à projets, des consortia se forment pour répondre à ces appels à projets, et donc vous êtes partie prenante de ces projets collaboratifs. L'essentiel du budget d'ailleurs d'Horizon Europe, et dans le pilier 2, c'est vraiment l'essence même des programmes communautaires. Le IC Accelerator, en tant que monobénéficiaire, est un dispositif un peu singulier et à part de la galaxie Horizon Europe. Alors, parmi les instruments de l'EIC, on va retrouver Pathfinder, Transition et les AIC. Alors, je ne rentrerai pas plus dans le détail, puisque dans les webinaires précédents, on est rentré un peu plus dans le détail, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui est à retenir, c'est que les éléments discriminants restent collaboratifs ou non collaboratifs, et les niveaux de maturité technologique dans l'échelle TRL. L'AIC, on n'en parle pas vraiment, puisque de toute manière, c'était un instrument un peu pilote, donc son devenir est à discuter, et ça ne fera pas l'objet de la discussion justement pour aujourd'hui. Sur ce qui nous concerne, et ce qui est dans le portefeuille de l'équipe des points de contact nationaux EIC Accelerator et EIC Step Scale Up, nous, c'est bien ce qui est en rouge, plus le EIC Step Scale Up. L'EIC Accelerator, je rentrerai plus dans le détail, mais l'EIC Step Scale Up, c'est finalement le dispositif qui intervient uniquement sur la partie equity, sur des tickets qui sont plus importants que l'EIC Accelerator, puisque ce sont des capacités d'intervention de l'EIC Fund, qui est le vecteur d'investissement, qui est de 10 à 30 millions d'euros, sur des tours de table entre 50, voire un peu moins, et 150 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur une logique de scale-up. Et là, tout comme l'EIC Accelerator, c'est monodéposant, c'est-à-dire Startup Deep Tech, PME Deep Tech, et PME, est-ce que c'est encore une PME, on l'évoquera juste après, de moins 500 salariés. Le IC Accelerator a un budget de 634 millions d'euros, le IC Step Cup de 300 millions d'euros. Il n'y a pas de thématique hormis les thématiques générales Step, et puis on a des Open et Challenge sur le IC Accelerator. Sur le programme de travail qui est le document de référence lorsqu'on souhaite candidater à l'EIC Accelerator. Il y a une première version, il y a une version qui a été amendée, qui est du 26 mars 2026, qui corrige quelques coquilles. Il y a également la création du Scale Up Europe Fund, qui est un fonds à 5 milliards d'euros qui a vu le jour, donc avec une capacité d'intervention sur la partie equity, donc avec des niveaux, des tickets d'intervention qui sont beaucoup plus élevés que le IC Accelerator ou le IC Step Scale Up. Et dans quelques jours, devrait sortir un programme de travail amendé qui est sur tout ce qui est technologie duale et défense,
sur le IC Accelerator et le IC Step Scale Up, et il devrait y avoir également un appel à projet dédié à la défense sur le IC Step Scale Up. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parlait jamais de dualité, ou c'était un peu un passager clandestin. On savait très bien qu'il y avait la dualité, mais ça ne faisait pas l'objet des dossiers. Là, il peut y avoir une transparence totale puisque le dual use est bien présent, tout comme la partie défense. Alors, le LEIC Accelerator, c'est un dispositif, je l'ai dit, start-up et PME et small mid caps, avec du financement plus des services d'accompagnement. Sur le volet financement, il y a soit 3 modalités de soutien, ce qu'on appelle grand only. Je ne demande que la subvention, qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros. Le blended, c'est-à-dire le mix entre subvention et intervention au capital, donc en equity ou quasi-equity dans des cas très, très singuliers. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'a été écrit le IC Accelerator, dans cette dimension blended de la subvention et de l'investissement qui peut aller de 1 à 10 millions d'euros. Point très important, c'est que le IC Fund, qui est le vecteur d'investissement, ne peut pas être lead investor du tour de table et au grand maximum peut être à 50% du tour de table qui est visé. Et il y a également le financement qui est dit equity only. Je ne demande que de l'intervention au capital. Et au-delà du financement, également des services d'accompagnement, c'est-à-dire la possibilité de participer à des salons internationaux, de rentrer en contact avec des grands comptes. Il y a une logique de coaching, etc. Donc, il y a du financement, bien entendu, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a les services d'accompagnement. Et on a des retours d'expérience qui commencent à devenir de plus en plus fournis sur l'intérêt de ces services d'accompagnement et finalement la capacité, lorsqu'on est lauréat LEIC Accelerator, de rentrer dans une sphère un peu de réseautage. Je vous l'ai dit, il y a des appels à projets open et des appels à projets challenge. Open, il n'y a pas une question de hors sujet, puisque c'est open. Il peut y avoir, tout comme challenge, en dehors du scope, sur le niveau de maturité technologique ou le profil de candidature, mais on ne peut pas être hors sujet. Donc, c'est 414 millions d'euros sur la partie open et 220 millions d'euros sur l'ensemble des lignes qui composent les challenges. On a des informations de la documentation qui est spécifique à chacun des challenges et on retrouve d'ailleurs ces éléments-là aussi dans le programme de travail. Donc, on ne rentre pas dans le cœur des challenges aujourd'hui. Et notre position est assez claire là-dessus. C'est pas parce que vous rentrez dans un challenge que ça vous rend obligatoirement éligible, ou en tout cas de facto éligible à l'EIC Accelerator, puisqu'il y a une question de TRL, de profit d'entreprise et d'ambition de votre projet. Alors, on l'a mis en rouge, un élément important, puisqu'on avait évoqué cet aspect-là aussi sur des webinaires précédents. Méfiance sur la notion de small mid cap, c'est-à-dire que le programme de travail parle d'entreprises de moins de 499 employés. Donc, la lecture aujourd'hui consiste à dire que je peux ne plus être PME aussi sur les critères de chiffre d'affaires, notamment, qui est un des 3 critères. Dès lors que, de façon consolidée, je suis en dehors des 500 employés, je rentre bien dans la case des entreprises qui sont éligibles à l'EIC Accelerator. En revanche, ces entreprises-là peuvent candidater. On a peu de retours d'expérience, donc méfiance. C'est une liberté qui est possible par le programme de travail. C'est pas pour ça qu'on fait un cadeau de beauté. Et d'autre part, c'est surtout sur l'equity only qu'on peut candidater. Il est indiqué dans le programme de travail qu'il y a possibilité, dans des cas très spécifiques, mais qui ne sont pas du tout documentés, de candidater sur du blended. Donc, vraiment, c'est à travailler au cas par cas et n'hésitez pas à échanger avec nous si vous êtes dans cette configuration-là. Mais on est bien majoritairement sur des entreprises de type start-up et PME, deep tech. Le dispositif, c'est à TRL6 à minima, hormis sur le challenge fusion où l'éligibilité commence à TRL4. Mais que ce soit open ou l'ensemble des challenges hors fusion, il faut que je montre patte blanche en disant j'ai atteint tous les objectifs du TRL5. Donc, ça veut dire que je suis à minima au début de TRL6. Ça, c'est un élément important et encore plus important puisque dans le processus d'évaluation, notamment sur la full application, donc la deuxième étape, il y a une interview qui est réalisée avec un expert technique qui est censé challenger votre technologie et vous assurer que vous êtes au bon niveau de maturité technologique. Le nombre de candidatures est limité, c'est-à-dire que si vous avez pris 3 no-go, quelles que soient les étapes depuis 2024, date à laquelle les compteurs ont été remis à zéro, vous avez impossibilité de recandidater jusqu'à la fin de Horizon Europe sur le IC Accelerator, donc jusqu'à fin 2027. Des points de vigilance, on ne rentre pas non plus dans le détail sur les sociétés cotées. C'est très compliqué aujourd'hui d'être financé dans le IC Accelerator en étant coté. Il y a une notion aussi de sécurité économique et sur les holdings,
impossibilité pour l'EIC Fund d'investir dans des holdings hors pays éligibles au volet investissement de l'EIC Accelerator. Voilà, donc même, voilà, ça c'est là aussi, ça peut être l'objet de discussion avec l'équipe PCN. Sur les faisceaux d'indices, on est bien entreprise et projets deep tech. En règle générale, on fonctionne par faisceau d'indices, c'est-à-dire lien fort ou issu avec la recherche académique ou privée, qui en règle générale a largement écumé les financements au niveau national, que ce soit JEI, CIR, C2I, les bourses French Tech Émergence, aide au développement deep tech, ILAB, Innov, etc. Ça, c'est bien entendu, ce sont des faisceaux d'indices. Ça peut être aussi la même chose sur des financements européens, hein, bien entendu. Le projet que vous allez présenter est risqué par nature, il est central, c'est-à-dire qu'il est stratégique pour l'entreprise, c'est pas le projet X ou Y d'un portefeuille très large, et qu'a priori, c'est le bon moment pour candidater. Et ce sont très souvent et très majoritairement les lauréats sont dans une situation où l'intensité capitalistique pour faire avancer leur projet est telle que les financements publics ne suffisent pas et que le financement privé qui a déjà été sollicité, puisque ce sont des entreprises qui, en règle générale, ont déjà fait des levées de fonds, nécessite encore du financement privé, mais qu'on rentre dans la zone un peu grise où les lead investors sont assez rares, les investisseurs tout court ne sont pas forcément légion. Le profil type des lauréats français, alors c'est un profil type, il y a une médiane, mais on ne rentrera pas là-dedans. Mais par exemple, l'âge médian sur les lauréats français, c'est 4 ans, mais il y a un écart type assez important, donc méfiance par rapport à ces chiffres-là. Les employés, c'est 10 à 15, mais on a des entreprises beaucoup plus petites ou beaucoup plus grosses qui ont été candidats et lauréats à l'EIC Accelerator. Des liens forts avec le monde de la recherche. Il y a déjà eu du financement public, je l'ai déjà dit précédemment, mais à titre d'exemple, 56% de la cohorte qu'on a étudiée était déjà lauréat ILAB et ou Innov. Et très majoritairement, c'est-à-dire plus de 75%, avaient déjà fait des levées de fonds, que ce soit du précis, voire certains avaient déjà fait de la série A. Donc là aussi, on voit bien ces entreprises, intensité capitalistique très forte, ne serait-ce que pour arriver à un niveau TRL6, ils ont dû dépenser beaucoup d'argent et ils ont encore beaucoup d'argent en général à trouver pour aller plus loin. C'est un processus des candidatures en plusieurs étapes. C'est un processus relativement long, mais qui permet d'écrémer à chacune des étapes. L'objet du webinaire, c'est étape 3. Néanmoins, un retour assez rapide sur étape 1 et étape 2. Étape 1, c'est la short application. C'est un dossier de 12 pages à compléter. Il y a un template qui est fourni. Il y a un pitch deck de 10 slides. Il y a une vidéo de 3 minutes. Ce sont 4 évaluateurs qui se pensent sur votre dossier. 3 go sur 4 à minima. Un retour d'évaluation 5 à 6 semaines. Et les dates de relève, c'est le premier mardi de chaque mois. Une fois que j'ai eu 3 go sur 4 à minima, j'ai le droit de candidater à la full application, la full proposal, avec différentes dates de relève. Et là, ce n'est pas le premier mardi de chaque mois, il y a des dates qui sont prévues. C'est un dossier qui est plus copieux, c'est un template de 20 pages. Il y a également beaucoup d'annexes à fournir qui prennent du temps, les lettres de soutien, la freedom to operate, à nouveau la vidéo de 3 minutes, un pitch deck qui peut être plus long et qui a en plus une double fonction, la fonction de draguer les membres du jury de l'étape 2, et également, ça sera le même support qui sera utilisé pour l'étape 3, la partie interview, c'est-à-dire que vous avez interdiction de modifier votre support, même s'il y a de l'eau qui a pu couler sous le pont, même si votre projet a pu avancer. C'est des choses que vous allez pouvoir corriger à l'oral, mais en tout cas, clairement pas sur le support. Et je l'ai dit précédemment, l'étape 2, c'est un expert technique plus 3 évaluateurs qui vont s'assurer de l'évaluation de votre projet. Et là, l'évaluation, c'est 8 à 9 semaines. Et si vous avez le ticket d'or, vous êtes invité à Bruxelles pour la partie interview, l'étape 3. Ce qui n'apparaît pas à l'écran, c'est l'étape 4. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être annoncé comme lauréat de l'EIC Accelerator à l'issue de l'étape 3, donc à l'issue des interviews à Bruxelles. Néanmoins, il y a une étape 4, qui est la due diligence avec le fonds EIC, qui peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver, en tout cas techniquement c'est possible, qui peut arriver à la conclusion que votre projet ne les séduit pas, donc ils ne suivent pas le projet. Donc c'est important de le rappeler, même si ce sont des cas très spécifiques, mais ça peut arriver. Candidater l'EIC Accelerator, la voie normale, c'est je candidate à l'étape 1. Et puis, il y a 2 façons de squeezer cette étape 1, même si elle est très importante en termes de retour d'expérience, mais il est possible de squeezer l'étape 1, soit par ce qu'on appelle la passerelle plugin, lorsque je suis lauréat de certains dispositifs opérés par BPI France et que vous êtes sélectionné par BPI France, vous pouvez directement candidater à la full application, donc à l'étape 2, ou une passerelle qu'on appelle Fast Track, qui est dès lors que je suis lauréat de certains dispositifs
européen. Et là aussi, ce sont les financeurs concernés qui peuvent vous attribuer cette passerelle. Donc voilà, ça se fait au cas par cas de candidater directement à l'étape 2. Il y a des cas de recandidature. Je vous rassure, je ne rentre pas dans les petites lignes. En fait, si on met plein de petites lignes, c'est-à-dire qu'il y a des cas un peu spécifiques, et Gorka a été largement à la manœuvre d'ailleurs pour demander une clarification auprès de la Commission européenne, clarification qu'on a obtenue. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est vous avez déjà candidaté, que vous avez des doutes sur votre capacité à recandidater parce que vous avez déjà pris des no-go, prenez contact avec nous, ça nous permettra de clarifier et de ne pas vous lancer dans le processus de resoumission alors que vous ne pourriez pas y être, ou inversement, partir du principe que c'est foutu, alors que vous pouvez candidater à nouveau. Un peu de rétro-planning. Il y a plusieurs, donc chaque premier mardi de mois pour l'étape 1, 4 dates de relève en étape 2 et 2 dates côté interview à Bruxelles. Donc là, il y a les correspondances. Si vous visez les euros de février 2027, ça sera, c'est possible, vous avez largement le temps. Si vous visez les euros de deuxième semestre 2026, si vous n'avez pas eu le ticket d'or à l'issue de la short application, il ne pourra rien se passer pour vous, c'est trop tard. Par contre, si vous avez cette possibilité de candidater au 8 juillet, c'est encore envisageable, bien entendu, pour être aux euros d'octobre 2026. Voici une vue globale du dispositif. C'est une façon différemment agencée des différents éléments que j'ai pu présenter précédemment. Donc, je ne vais pas la représenter. Par ailleurs, juste un point, il y a, lorsque vous contractualisez, donc admettons que vous êtes lauréat à l'issue de l'étape 3, vous allez signer le Grant Agreement, l'accord de côté subvention, qui est un processus différent de la partie due diligence si vous avez candidaté sur le blended ou l'equity, blended, pardon. Et donc là, une fois qu'on a signé le grant, en règle générale, le décaissement qui correspond à 50% du préfinancement moins une garantie se fait très vite, hein, c'est-à-dire en quelques jours après la signature du contrat. Je laisse la parole à Gorka qui prend la suite puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'étape 3. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc l'étape 3, on va commencer un petit peu en fait à quoi ça ressemble et ensuite un peu comment s'y préparer. Donc cette étape, ça se passe à Bruxelles. Vous allez vous retrouver à pitcher votre projet en 10 minutes face à un jury de l'EIC, jury qui se compose de 4 à 6 personnes avec un modérateur et des acteurs qui sont là de manière non obligatoire. Suite à ce pitch et cette session de questions-réponses, donc 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses, le jury décidera oui, non, le projet mérite d'être financé et s'il n'est pas financé, est-ce qu'il recevra donc les différents cils que peut remettre l'EIC. Slide suivante. Pour la partie donc qui vous avez en face de vous. Donc le modérateur, c'est une personne qui travaille pour l'EIC. Il ne prend pas part directement à l'échange, il y a vraiment pour le côté administratif, respect de la procédure d'évaluation. Ensuite, 4 à 6 évaluateurs. Ces évaluateurs, ils sont sélectionnés sur la base des mots-clés de votre projet, mais pas que, dans le sens où vous êtes une dizaine, quinzaine de sociétés à être réunies ensemble avec les mots-clés les plus proches possibles, mais vous êtes rarement 10 à 15 sociétés actives dans le même domaine. Donc, le jury en face de vous, ce sera des personnes qui couvrent un champ technologique assez large dans lequel peut s'inclure votre technologie. Ces personnes-là n'ont pas accès à vos précédentes candidatures, ils ont accès par contre à votre dossier de l'étape précédente. Plutôt des profils business finance, mais il y a également des profils techniques, des gens qui peuvent venir on va dire de l'académique. Ces évaluateurs-là, la liste, elle est connue, donc, elle est connue au sens, l'EIC maintient une liste à jour sur son site internet où vous pourrez retrouver toutes les personnes qui se font actuellement partie de son pool d'évaluateurs et ils iront les piocher dedans et vous aurez les noms de ces évaluateurs-là quelques jours avant. Attention, il ne faut pas les contacter. Voilà, c'est juste que vous puissiez regarder les profils et voir s'il y aurait des personnes avec des conflits d'intérêts, auquel cas vous pouvez les signaler à l'EIC pour qu'ils soient mis de côté si eux-mêmes ne se sont pas auto-déclarés. En optionnel, donc vous pouvez avoir 3 types de profils. L'EIC Fund, donc ce sont les personnes de l'EIB qui opèrent la partie financement. Ils peuvent vous poser des questions, mais ils ne participeront pas à la décision finale qui est vraiment réservée aux membres du jury.
Il peut y avoir des personnes de l'EIC, c'est les programmes managers. Donc, eux, ce sont des profils scientifiques qui gèrent des portfolios de projets plutôt sur le Pathfinder, le Transition. Ils sont aussi derrière, enfin, à la manœuvre pour les challenges. Et ils pourront voilà, plutôt vous challenger sur le côté scientifique. Leurs noms sont connus. Par contre, voilà, ils ne prennent pas part à la décision. Et vous pouvez avoir des observateurs, donc un ou plusieurs. Et il y a régulièrement des membres du board de l'EIC qui participent à ces oraux pour voir comment ça se passe. Et vous avez également un observateur, c'est un responsable, entre guillemets, enfin, un observateur indépendant de l'EIC qui rédige un rapport final pour dire voilà, qu'est-ce qu'il a observé, est-ce que ça suit les guidelines officielles de l'EIC ou non. Slide suivante. Donc, comment se passe en tant que tel l'oral? Avant que vous arriviez, les évaluateurs vont discuter entre eux de votre projet. Il y a un lead dans le jury, c'est généralement la première personne qui vous posera les questions sur le round de questions. Cette personne-là, elle va rappeler un petit peu la société, qu'est-ce qu'elle est, quel est le projet derrière. Voilà, il brief les autres évaluateurs et il y a une discussion qui s'engage sur un petit peu les points d'interrogation principaux qui peuvent exister entre les évaluateurs. Ensuite, vous, pendant ce temps, il y a la partie administrative qui va commencer, il y a un contrôle d'identité qui est fait, etc. Et vous êtes invité à rentrer dans la salle. Vous allez avoir donc 10 minutes devant vous pour pitcher votre projet. C'est 10 minutes au sens strict, ça coupera vraiment au bout de 10 minutes, et 35 minutes de questions-réponses avec donc les différents évaluateurs qui se passeront la parole. Donc généralement, c'est en gros 5 minutes par juré et ensuite ils passent au suivant. Et dans la mesure du possible, ils vont essayer de faire plusieurs rounds. Une fois ceci terminé, vous quittez la salle et eux vont faire un vote simultané. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils soutiennent ou ils ne soutiennent pas. Si que des go, bah, très bien, ça va être soutenu. Si des avis mitigés, des discussions s'engagent sur voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce dossier? Et il y a la rédaction, donc, pour dire à l'EIC, on a sélectionné cette société et voici pourquoi, ou à vous un document vous disant, bah, voilà, on vous a rejeté et voici pourquoi. Slide suivante. Donc le jour J, du côté de la société, donc jusqu'à 3 personnes peuvent être présentes. Ces personnes-là doivent être ou des employés de la société ou des membres des différents conseils de la société ou parmi ses investisseurs. S'il y avait quelqu'un on va dire en dehors de ces choses-là, c'est éliminatoire si l'EIC le remarque. Il faudra avoir communiqué les informations avant une certaine date qui est fixée par l'EIC. Vous vous présentez à l'adresse qui est indiquée. Il y a un créneau d'1 heure et demie qui est prévu par l'EIC en cas d'aléa. On vous conseille de venir 1 heure avant. Sur place, comme on disait, contrôle d'identité. Vous arrivez dans une salle d'attente là où sera affichée une liste des évaluateurs, parce qu'il peut y avoir eu des ajustements entre le moment où on vous avait transmis une liste et après, parce qu'un évaluateur est absent pour X raison ou quelqu'un s'est signalé en conflit d'intérêt ou quoi. Donc, on vous invite à regarder les profils. Vous avez le droit d'aller voir sur LinkedIn quel est le background de ces différentes personnes, voilà, pour les conflits d'intérêts, mais aussi pour vous-même, pour vous dire bah, peut-être que lui, il aura un focus ou elle sur tel domaine, et vous préparer. Et ensuite, on rentre dans la phase d'interview. Slide suivante. Donc, sur la partie, on va dire, logistique de l'oral, l'EIC va avoir mis en place votre présentation. C'est la présentation du dossier de l'étape 2. Vous n'avez pas le droit de la changer. Donc, elle est déjà chargée. Au cas où, vous pouvez prévoir une clé USB avec votre présentation et des documents annexes potentiellement si vous aviez d'autres éléments, genre une vidéo ou quoi. Pas garanti que vous puissiez l'utiliser, mais vous pouvez l'avoir. Si vous comptiez sur votre téléphone pour suivre votre temps de 10 minutes de pitch, vous pouvez oublier, le téléphone est interdit, donc prévoyez la montre ou quoi. Et ensuite, vous pouvez ramener des éléments physiques, type des prototypes ou des choses comme ça. Il n'y a pas de ligne de conduite précise. Certains jurys peuvent les manipuler, d'autres, enfin, ils vont juste les regarder. Ça a l'air d'être un peu variable sur ce point de vue-là, mais on vous conseille de ramener ces choses-là. Ça rend le projet plus concret. Ensuite, bon, mais voilà, vous allez pitcher une, 2 ou 3 personnes, peu importe. C'est vraiment vous, comment vous êtes le plus à l'aise. Dans cette partie de présentation, il faut vendre la société. L'EIC, c'est un financement de société, vu qu'il y a un volet investissement et non juste d'un projet en tant que tel.
Et 2 minutes avant la fin donc des 10 minutes, vous aurez un signal du modérateur pour, vous avertir et peut-être enchaîner. Notre conseil aussi, c'est sur le mot de conclusion, c'est éviter d'un «merci de votre attention» très plat. Faites un message entraînant pour, on va dire, pour marquer le jeu. Slide suivante. Sur la partie, questions-réponses. Donc si vous êtes venu à 3, ben, il faut s'attendre à ce que les 3 personnes prennent part à cet échange-là. Sur la manière de répondre, on vous conseille, de répondre de manière très courte. C'est pas comme avec des investisseurs classiques où vous allez avoir un «échange» entre guillemets. Si, enfin, vous échangez et puis on se revoit dans un mois et dans quelques temps et on fait un bilan. Là, vous avez, c'est votre chance ou jamais en quelque sorte et si les évaluateurs n'ont pas pu vous poser certaines questions dans le temps imparti, bah, ils resteront avec les questions en suspens et dans la décision finale de, bah, ce qu'on décide de soutenir ou pas, s'ils n'ont pas eu les réponses attendues, peut-être qu'ils pourront pas enfin, ils seront pas en mesure de prendre une décision, favorable. Donc vraiment, soyez court dans vos réponses et vous laissez derrière, s'ils veulent creuser, vous poser d'autres questions pour compléter. On évite de rajouter des réponses les uns sur les autres. Il y a toujours des risques d'incompréhension entre vous, donc mettez-vous d'accord, OK, je me touche je te tape le bras, vas-y, prends la suite ou je t'appelle ou quoi là-dessus. Des slides annexes, vous pouvez en avoir. Là encore, il y a un peu comme les preuves physiques, c'est pas garanti que vous puissiez les utiliser, mais vous pouvez les avoir sous la main. Être capable de reconnaître quand on n'a pas la réponse. Il semblerait que dans les sociétés françaises, les échos des jurys qu'on a, c'est que vous avez tendance à dire: «Ouais, à avoir un peu réponse à tout» et ça peut interpeller. 2 points de vigilance ensuite sur les messages à faire passer. Vous n'êtes pas face à des investisseurs classiques. Si vous dites que votre projet, il y a zéro risque, mais en fait, le IC étant fait pour financer du risque, bah, ils vont vous dire: «Vous n'avez rien à faire là, merci, au revoir». Donc voilà, c'est un point de vigilance. On a des candidats qui ont un peu baissé la garde, lors de leur, session, questions-réponses, en se remettant un peu dans l'habitude qu'ils peuvent avoir de pitcher face à des investisseurs et à insister: «Non, mais on est vraiment bon, on est bien dérisqués et tout». Bah, les jurys, ils ont dit: «Ouais, bah, en fait, vous n'avez pas votre place à l'EIC». Et aussi, bah, ne pas dire que sans l'EIC, le projet est mort. C'est un EIC accélérateur, pas EIC bouée de sauvetage. Slide suivante. Donc, on avait pu assister à des oraux par le passé. On a des retours de candidats, on va dire, il faut se préparer à un feu roulant de questions, vraiment beaucoup de questions enchaînées. En gros, il y a 35 minutes, il faut considérer qu'il y aura 35 questions qui vous seront posées, si ce n'est pas plus. On a des témoignages de candidats qui ont eu nettement moins de questions, mais il vaut mieux se préparer voilà, au cas le plus exigeant. Hem, Certaines sociétés, certains jurys, on a l'impression qu'ils ont plus ou moins leur avis déjà fait sur les projets. Et donc ils vont trier entre ceux qui leur sembleraient intéressants. Il y en a qui sont déjà, pour ainsi dire, déjà décidés, les no-go. Après pour avoir, échangé avec certains évaluateurs, ils ont pu nous dire qu'il y avait des sociétés qui, lorsqu'ils avaient lu le dossier, n'avaient pas réussi à les convaincre, mais une fois les avoir vus pitcher, ils ont vraiment accroché et ils ont, on va dire, changé leur décision. Bon, comme toute personne, entre guillemets, hein, il y a une sensibilité à l'actualité. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est frais en tête et donc ça peut vous, on va dire, diriger les questions vers certains domaines. Point de vigilance, voilà, sur la manière de vous présenter, renvoyer une image de cohérence, de complémentarité entre les personnes. Il y a, vraiment le côté dynamique d'équipe qui ressort pas mal sur cette séquence-là et les jurys y sont sensibles et voilà, les questions techniques, elles sont possibles même si les profils sont plutôt normalement financiers, business à cette étape-là. Slide suivante. Donc les rapports d'évaluation, je ne rentre pas forcément dans le détail, vous pourrez regarder, il y a des points de vigilance, c'est les mêmes qu'on partage depuis un petit moment. Il y en a un qu'on a rajouté, c'est qu'avec le nouveau process de candidature, vu qu'il y a 2 relèves qui sont réunies pour passer aux oraux au même moment, il peut y avoir un temps assez long qui se passe entre le moment de la candidature et le passage aux oraux. Et donc en fait, il y a des choses qui peuvent évoluer dans la société à ce niveau-là et en particulier dans la direction et dans les personnes qui viennent pitcher. Et il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de sociétés qui ont été dans des cas de figure comme ça et ça a mené à pas mal de temps perdu sur la session questions-réponses, sur comment expliquer les nouveaux rôles, les nouveaux périmètres de chacun. Donc ça, il faudra l'anticiper dans le pitch de manière à éviter que le temps de questions-réponses soit phagocyté par cette partie-là. Slide suivante. Donc ensuite, comment se préparer au mieux pour cette étape-là? Donc vous avez le droit d'y aller à 3. Il faut décider au préalable de qui va y aller. Donc
déjà, il va falloir un bon niveau d'anglais. Toute la partie présentation, l'échange se passe en anglais. On ne demande pas d'être, on va dire, avec un accent parfaitement fluide, etc. Mais un anglais qui permet d'échanger avec, enfin, d'avoir un échange à bâton rompu. Que le ou la CEO, il faut qu'il soit présent de manière à marquer qu'il y a une, on va dire que c'est important pour la société, parce que ça peut donner l'impression quand ce profil-là n'est pas là pour l'oral, ben, en fait, c'est un projet secondaire et bon, est-ce qu'on a vocation à financer un projet secondaire? Non, et fin de l'histoire. Et pareil, qu'il y ait qu'une seule personne qui représente l'intégralité de la société, ça peut, voilà, soulever des interrogations sur la dynamique en interne. Slide suivante. Sur, la suite de la préparation, donc votre dossier, beaucoup de candidats passent par des cabinets de conseil pour le faire, et donc n'ont pas forcément tous les éléments bien en tête de leur dossier de candidature. Donc ça, on vous invite à le lire, le relire, et cetera, pour avoir tous les points bien en tête, en particulier les annexes financières. Parce que les jurys, vont vous questionner sur tous les éléments, et si on sent que vous n'avez pas de maîtrise de votre dossier, bon, ça peut interpeller sur la société. Et il faut malheureusement se préparer à un rejet de votre candidature. Donc pour se préparer, il faut se préparer, voilà, à un redépôt. Donc quand vous allez relire votre dossier, vous allez potentiellement tomber sur des points faibles ou des coquilles ou quoi. Notez-les toutes, et si jamais votre dossier n'est pas retenu, bah, comme ça, vous avez déjà votre to-do list d'éléments à faire pour préparer un redépôt. Ensuite, ben, on vous invite à faire des oraux blancs et à mobiliser votre écosystème pour les faire. Donc, nous, côté PCN, on en propose. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter quand vous êtes convoqué aux oraux, pour qu'on puisse en faire avec vous et préparer également plusieurs répétitions avec différentes typologies d'acteurs. Et un conseil que plusieurs candidats nous avaient rapporté, c'était prévoir la tenue du jour J, parce qu'ils se rendaient compte que ils avaient prévu de s'habiller de telle manière, et en fait, ils n'étaient pas du tout à l'aise, donc ils changeaient leur tenue avant de se pointer aux oraux de l'UIC. Slide suivante. Maintenant, quelques petites infos sur les résultats. Donc, entre 2021 et 2025, donc on voit qu'il y a eu 2174 sociétés aux euros pour 804 lauréats. Enfin, c'est les données pas encore consolidées avec les résultats qui ont été publiés hier par l'EIC. On y reviendra. Mais voilà, ça fait un taux de succès de 29% aux euros. Donc, quand on arrive aux euros, c'est quand même on va dire, un bon signe pour continuer sur la suite du process. Slide suivante. Côté français, donc on est un petit peu plus haut avec 36% de taux de succès. Slide suivante. Et voilà, donc les résultats qui ont été fraîchement publiés hier. Il y avait 87 sociétés aux euros, dont 14 françaises, et il y a 38 lauréats, dont 6 françaises, et donc Amatera, Icon Photonics, Nextdot, Numi, Sporbio et Synthetica. Petite originalité à noter, Nextdot était déjà lauréat de l'EIC Accélérateur en 2021, si je ne me trompe pas, et donc ils ont été de nouveau lauréats en equity en nu. Slide suivante. Donc, petite slide sur l'équipe. Donc, voilà, vous avez nos adresses de contact, la page LinkedIn sur laquelle on vous invite à nous suivre pour avoir les actualités. Slide suivante. Ce qu'on propose, donc diagnostic de vos projets, accompagnement sur le dépôt. On ne fait pas le travail de consultant, mais on peut répondre aux questions qui peuvent se poser ou aux problèmes. Atelier de relecture et oraux blancs, comme on l'évoquait. Suivi des lauréats pour voir s'il n'y a pas de problèmes qui peuvent se poser. Slide suivante. Et on arrive donc à la partie donc avec nos témoins qui ont été introduits au tout départ. Lisa Grasser de Mekaware et Jean-Philippe Fournier de Spectronite. Peut-être Lisa, voilà. Donc Lisa a allumé sa caméra. On lui laisse prendre la parole. Très bien, merci Gorka. Bonjour à tous. Mekaware, nous, on est une société lyonnaise. On est une spin-off du CNRS et on est spécialisé dans le recyclage des batteries électriques, notamment lithium-ion. Et donc, notre projet ici, Accélérateur, il porte sur la finalisation de la montée en échelle à l'échelle pilote, qui va être lancée là à la fin 2026. Et donc, c'est la composante subvention, donc Grant finance cette partie-là. Et ensuite, on a l'equity qui vient appuyer le déploiement de la première unité industrielle. Et donc, on est sur un projet blended, donc financement mix. C'était notre deuxième candidature à l'EIC Accelerator. On avait candidaté en 2023
Pour la part B, on avait été jusqu'à l'oral et on avait eu un no-go à l'oral. Donc on a compris en fait, déjà c'est l'oral en lui-même qui s'est pas très bien passé. On a compris directement en rentrant dans l'oral, alors qui était en visio à l'époque parce qu'on était encore dans un contexte dérivé du Covid, où tout de suite on n'a pas eu des questions, mais on a eu des remarques tout de suite sur notre dossier. Ça a été très difficile en fait de repasser dans un mode de questions-réponses et d'avoir des réponses courtes. Donc on l'a senti tout de suite en fait. Là en 2026, du coup, on a, on a obtenu suite bah, du coup à toutes les étapes qui se sont passées correctement et on a bénéficié en fait de cette première candidature euh, pour ne pas redéposer une short proposal. Donc on est parti directement sur une full proposal et l'oral. En termes de préparation pour l'oral spécifiquement, donc nous, on s'est bien entouré cette fois parce qu'on a bien compris qu'une des choses sur lesquelles on voulait se prémunir, c'était l'anglais et la compréhension en fait des questions de l'anglais, et notamment de l'anglais dans des accents qui ne sont pas tous les mêmes. Parce qu'on a eu des personnes typiquement là cette année qui sont allemandes de nationalité, mais en fait qui vivent aux États-Unis. Donc on est sur un anglais américain hyper rapide. Et à côté de ça, on peut avoir des Européens qui ont un accent beaucoup plus prononcé. Donc, on s'est entouré de notre consultant qui nous a accompagnés sur la totalité de la candidature, donc full proposal et oral. On s'est entouré d'un autre consultant qui nous accompagne plus largement sur notre levée de fonds, sur le travail en anglais et comment on pitch en anglais, et aussi toute la posture, l'attitude, le bon vocabulaire, etc., qui est le bon pour des investisseurs. On a aussi bénéficié, Gorka l'a mentionné, de l'oral blanc proposé par le PCN. Et on a aussi fait un oral blanc spécifiquement financier avec notre commissaire aux comptes, où là, on est vraiment allé dans des questions hyper précises sur la répartition du budget, des dépenses, etc. Et des questions qui peuvent finalement un peu venir titiller les, enfin, que le jury pourrait nous poser. Sur la répartition des rôles, donc nous, on est parti à 3 personnes. Le CEO, notre directeur des opérations qui gère aussi la partie commerciale et moi-même. Le CEO avait en charge toute la partie financière et stratégie globale de l'entreprise. Notre directeur des opérations avait la partie club business. Et moi, j'ai gardé toute la partie cohérence projet entre du coup le dossier écrit, donc le programme de travail, etc. Parce que en fait, on peut avoir des questions sur le programme de travail. Et aussi, j'avais pris toute la partie IP, donc brevet, et RH recrutement, qui sont aussi des questions qui peuvent être posées. Et là-dessus, on avait constitué cette équipe à 3 dès en fait le dépôt de la part B. Donc avant même d'avoir déposé la part B, on avait déjà identifié qui va dire quoi et qui prend quel slide. Parce qu'en fait, comme ça a été dit, on ne peut pas modifier les slides. Une fois qu'on a eu la notification qu'on allait bien à l'oral, là, on s'est entraîné 1 à 2 fois par semaine en conditions, donc c'est-à-dire en anglais, debout. Euh, euh, et et d'abord, on a privilégié le pitch, et puis progressivement, on a commencé à intégrer des questions petit à petit. Et ça, en face de nous, donc il y avait soit le consultant, enfin les 2 consultants qui nous accompagnaient, et on avait aussi des membres de l'équipe qui avaient contribué à l'écriture de la part B et qui connaissaient très bien la part B, qui aussi pouvaient poser des questions en anglais. On a aussi fait jouer notre directeur technique, qui prenne le rôle opposé, donc en tant que juré, pour pouvoir justement venir titiller un peu notre équipe de 3. Sur le jury en lui-même, donc on a reçu les noms 48 heures à l'avance, je crois. Et là, tout de suite, c'est recherche LinkedIn, identifier les profils, les sensibilités. Est-ce que c'est plutôt des gens qui ont travaillé dans l'equity? Est-ce que c'est plutôt des profils techniques? Nous, on s'est retrouvés là en 2026 avec grosso modo 2 personnes qui avaient un profil equity, 2 personnes qui avaient un profil technique et une personne qui était plutôt les deux. Et ça s'est un peu traduit dans les questions. On a eu des questions sur notre business model,
On a eu des questions sur la levée de fonds en cours, sur lequel viendrait s'adosser la composante equity. On a eu des clarifications techniques sur le process en lui-même et en quoi il est différent en l'occurrence, du recyclage conventionnel des batteries. Et puis aussi, on a eu des questions hyper précises sur la part B. Voilà, tel chiffre est mentionné en termes de budget pour tel work package. Est-ce que vous pouvez développer? Ce qui nous a surpris, si je dois faire un retour, c'est à quel point ça s'enchaîne. Donc quand on est rentré dans la salle, je pense entre le moment où on est rentré et le moment où on a commencé à pitcher, il s'est déroulé moins de 15 secondes. Donc voilà, on a posé nos affaires, on nous a dit allez-y, et tout de suite il fallait rentrer donc en mode pilote automatique. À savoir aussi, c'est qu'on s'est de venir 1 heure avant, mais du coup nous on est vraiment venu 1 heure avant et on s'est retrouvé. Alors je conseille quand même de le faire, mais c'est important de le savoir à l'avance. On s'est retrouvé 1 heure à attendre dans une pièce, voilà, il y avait une grande fenêtre qu'on pouvait pas ouvrir, donc ça peut tout de suite être un peu long. Et ça fait monter le stress en fait, le fait d'être enfermé. Donc voilà, si j'avais quelques conseils, ça serait vraiment la mise en condition en anglais. Nous, on avait fait le choix d'un consultant qui est pas français, qui est basé à Bruxelles, pour pouvoir justement éviter tous les réunions de travail en français et vraiment rentrer dans un mood 100% en anglais. L'autre conseil que je dirais, c'est bien maîtriser la part B. Donc, de manière générale, hein, le dossier et c'est du coup et toutes ses annexes. Hein. Et donc, du coup, le dossier écrit il doit être écrit si possible par l'ensemble des participants à l'oral et ils doivent être maîtrisés, connus. Aussi sur le vocabulaire. Enfin, nous, typiquement, on travaille en français dans l'entreprise. Du coup, le vocabulaire en anglais, même technique, bah, c'est pas du quotidien. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre le dossier, ce qu'on écrit sur les slides et la manière dont on l'exprime à l'oral. Et après, effectivement, ça a été rapidement mentionné, mais l'oral, c'est pas la fin. Donc, la partie 4, là, il ne faut pas la négliger. Il faut continuer à mettre du staff derrière parce qu'il y a toute une partie négociation, enfin, pas de négociation, mais d'envoi de documents sur la partie subvention, qui là, nous, a pris 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, il y a en parallèle toute la partie due diligence sur la partie equity qui, là, est alignée avec la levée de fonds. Donc, il faut que la personne qui fait le relais entre la personne qui vient vous solliciter et le reste de la levée de fonds, en fait, tout ça soit hyper fluide. C'est un investisseur comme un autre, finalement, qui a ses sensibilités. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Voilà. Jean-Philippe, si Lisa a terminé, tu peux prendre la suite. Ok, merci Gorka, merci Lisa. Spectronit, donc Jean-Philippe Fournier, je suis le président et fondateur de Spectronit, société qu'on a créée en 2020. On n'est pas issu d'un labo de recherche. On a développé une techno dans les télécoms, techno de transmission, donc une technologie modem qui est beaucoup plus innovante que ce qu'utilisent les grands fabricants équipementiers aujourd'hui. Ça nous donne un avantage dans une petite partie du marché télécom. Donc, notre parcours au sein de l'EIC était le suivant, c'est la première candidature qu'on a fait cette année. On est lauréat, on a passé donc, je pense qu'on était dans la relève octobre 2025, donc juste avant celle qui vient de se clore. On était donc, pour la première fois, on a présenté un dossier, on a été accompagné par des consultants, et puis dossier de 50 pages qui présente un projet petit 1 d'industrialisation d'un équipement hardware qu'on fabrique et qui est un équipement de transmission télécom et qui contient notre IP modem. Donc finalisation d'industrialisation, mise sur le marché parce que l'EIC accompagne les sociétés sur des parties commerciales, donc c'est très intéressant. Et la dernière partie, c'est que la technologie qu'on a développée qui tourne aujourd'hui dans un processeur programmable, on veut en faire une puce, un semi-conducteur qu'on veut pouvoir vendre à nos concurrents qui sont en demande aujourd'hui et qui nous permettra d'augmenter notre part de marché d'ici 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est
le dossier qu'on a présenté en quelques mots, ou l'ambition de notre programme EIC. Je pense que ce qui était juste un point sur le dossier écrit, la première page du dossier écrit, elle résume en une page absolument tout doit être super clair. Il y a 2-3 idées très très fortes qui doivent être développées et je pense que c'est ça que j'ai utilisé comme fil rouge de la présentation à l'oral. Toujours la même chose. Cette première page du dossier écrit, c'est ce que vous allez pousser à l'oral. Le reste, j'ai envie de dire, c'est un peu des détails. Alors, à l'oral, on a été, nous, on a bénéficié du plugin, donc on rentrait directement au dossier long et à l'oral. À l'oral, nous y sommes allés à deux. Moi, avec mon directeur financier, qui est externalisé, qui n'est pas tout à fait dans la société, donc globalement de Spectronic, il y avait moi essentiellement. On m'avait pas forcément conseillé de faire ça, mais je le sentais comme ça, donc j'ai porté quasiment la totalité de l'oral moi-même. 90% des questions j'ai répondu, et mon CFO a répondu à une question qui était vraiment financière, mais sinon globalement ça se fait d'aller pitcher quasi, enfin d'aller répondre quasi seul aux questions. Donc la préparation, les consultants qui nous ont accompagnés sur le dossier m'avaient fait 2 euros de préparation, ou 3 peut-être. Le PCN et Gorka m'en avaient fait une autre. Je crois que j'avais pas été très très brillant sur ces euros de préparation, je dois le dire, ce qui avait un petit peu fait peur au PCN et à mes consultants, mais en fait ça s'est bien passé le jour de l'oral. On a demandé, voilà, donc la préparation de l'interview, globalement, c'était quoi? C'est bien connaître la stratégie de la société. Je pense que ce qui est super clair, et ce que vont tester les gens, le jury qu'on a en face de nous, c'est est-ce que, est-ce que vous avez vraiment une stratégie qui est très claire, que vous maîtrisez, que vous allez exécuter et voir quelle est la crédibilité que vous avez. Alors, effectivement, on n'est pas devant des gens qui connaissent forcément la techno dans laquelle on est. Ils avaient quand même des notions. Donc, il y avait 5 personnes au jury, il y avait 2 ou 3 investisseurs et 2 personnes qui étaient typiquement dans des gens qui accompagnent des startups, qui venaient des pays, il n'y avait aucun français, il y avait suédois, danois, croate, allemand, je crois, enfin plutôt des pays nord et est de l'Europe. Et donc des gens qui posent quand même des questions assez soutenues. Le rythme des questions est très soutenu, oui, mais les questions sont assez soutenues pour vraiment vérifier que vous connaissez votre domaine. Donc, ils connaissent pas forcément beaucoup la techno. Par contre, ils vont valider en quelques questions que vous savez vraiment où vous allez, que votre stratégie est la bonne, et surtout, pour moi, dans mon domaine, peut-être parce que c'est les télécoms, mais qu'il y a une vraie ambition mondiale, que face à un Huawei, Nokia, Ericsson, qui sont des acteurs mondiaux, on sait comment on se positionne, on n'a pas peur d'eux, on a une différenciation technologique et marché très forte, et qu'on arrive à les convaincre sur cette partie-là. Sur la partie semi-conducteur, qui est pour nous un plan un peu lointain quand même, j'ai eu 2 questions qui étaient très très bien, très précises et auxquelles il fallait répondre de manière crédible, parce que sinon je pense qu'ils se seraient rendu compte qu'on n'était pas tout à fait prêt sur cette partie-là. Donc c'est quand même assez pointu. L'ambiance du jury est super bienveillant. On a vraiment l'impression que globalement ils connaissent le dossier, on a l'impression qu'ils sont bien préparés, parce que les questions elles sont de bonne qualité. Une personne sur les 5 était vraiment l'avocat du diable, donc nous a expliqué nous a posé des questions piégeuses, nous dire qu'on n'y arriverait pas devant nos concurrents et ainsi de suite. Sur la restitution de l'oral, après l'oral, on a une restitution en fait où on voit quels ont été les votes qui sont anonymisés. Mais là, on a bien eu une personne qui a voté contre nous absolument à toutes les étapes. Donc, on peut quand même réussir l'oral, même s'il y a un petit canard noir dans l'assistance qui est là pour vous piéger. Et j'avais quand même un peu l'impression que les 4 autres membres du jury avaient un peu compris que sa stratégie c'était d'essayer de nous piéger et étaient de fait encore plus bienveillants envers nous. Donc les questions, c'est vraiment comprendre si vous maîtrisez votre différenciation.
technologique, oui, mais surtout marché. Si vous avez une ambition mondiale pour votre société et votre techno, et si vraiment vous avez également, enfin si vous êtes de nature vous avez l'ambition de faire gagner l'Europe, quoi. Je pense qu'on est dans un moment où la souveraineté est de plus en plus affichée. Ça s'est vu, nous, lors de notre entretien. C'était un point important. Je leur ai dit que voilà, le semi-conducteur qu'on veut faire, il n'y avait qu'une boîte aujourd'hui qui en fournissait à 80% de nos concurrents, qui est une société américaine. Je leur ai donné le nom, ils connaissaient le nom. C'était important pour eux de comprendre qu'ils étaient en train d'aider une société européenne qui allait concurrencer un fabricant de semi-conducteurs américain. Le point sur l'actualité dont parlait Gorka tout à l'heure, 2 jours avant notre oral, la communauté européenne avait soumis un avis que les opérateurs télécoms doivent démonter sous 3 ans les infrastructures ou les équipements d'infrastructure de fabricants à risque, donc chinois globalement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réutilisé à l'oral et qui, je pense, ils avaient bien conscience de ça, mais qui permet toujours de rebondir. Voilà, et puis sinon, les, les derniers conseils, c'est quoi? Bon, l'anglais, effectivement, si vous ne parlez pas bien anglais, il va falloir se forcer et prendre des cours avant, je vous le conseille clairement. Les accents des gens autour de la table sont globalement pas trop mauvais. Euh, mais j'ai envie de pondérer la partie de stress qui nous avait été mise. En fait, dans la préparation des oraux, les oraux de préparation, que ce soit notre consultant ou du PCN, on me disait souvent, oui, mais enfin, il faut que tu sois plus près que ça, attention, c'est pas bon, tu dois être prêt, tata. Et en fait, ça me mettait plutôt un niveau de stress. On faisait un countdown là, avant l'événement, avant l'oral. Attention, t'es plus qu'à 2 semaines de l'oral, il faut que blabla. En fait, tout ça, pour moi, ça a essayé de me rajouter du stress. En fait, je suis allé à l'oral super confiant parce que dans le domaine où on est, vu le projet qu'on porte, c'était obligé qu'on ait mais vraiment, je suis parti en me disant, c'était absolument obligé qu'on nous donne le IC Accelerator. Donc, je suis parti en mode, voilà, il n'y a aucun doute et je pense que ça a vraiment aidé à l'oral pour donner cette impression de confiance qui finalement m'a porté tout le long des interactions avec les membres du jury. Petit exemple, on rentre dans une salle, donc effectivement, il y a 1 heure d'attente avant. Si vous êtes là pour stresser, effectivement, tous les ingrédients sont réunis. Donc, je vous propose quand vous arriverez à cette étape-là, de plutôt être sûr de votre aventure plutôt que de vous laisser aller au stress. Et puis, on arrive dans une salle en U où on a les gens de l'autre côté de la table. Premier move que j'ai fait, j'ai enlevé les chaises qui nous séparaient du jury. Donc, j'ai enlevé toutes les chaises, qu'on puisse être à l'aise devant eux. On a posé un produit sur la table et puis en avant. En fait, voilà, faut se poser, c'est comme un pitch de vente devant un client. C'est rien d'autre que ça. Et ça, c'est mon dernier conseil. Allez-y confiance. Si votre techno vous permet de le gagner, vous le gagnerez. Et si votre connaissance du marché vous permet de le gagner, vous le gagnerez. Voilà, c'était mon témoignage pour le IC. Merci beaucoup Jean-Philippe et Lisa pour votre commentaire. Alors, si vous souhaitez poser des questions, c'est des questions qui se posent par écrit, donc on a déjà des premières questions. Nous avons vu la statistique de succès sur l'étape 3. Quid des stats relatives à étape 1 et 2? Alors justement, on en parlait hier avec Gorka sur l'étape 1. Les 2 derniers mois, si je ne me trompe pas, on est à 31% côté français. Et étape 2, moyennée, je ne sais pas si on a eu le temps d'inclure les chiffres du dernier cut-off, mais ça me paraît peu probable. On est à Je ne sais plus, mais il faut regarder. En fait, on a dans les webinaires justement que Jérôme évoquait sur les différentes étapes qu'on a pu faire, 1, 2, 3, quand vous allez sur la séquence dédiée, on a fait des slides avec les stats sur chaque étape. Mais ça reste un dispositif qui est ultra intéressant, vous l'avez compris, parce qu'il est très singulier dans le paysage, ne serait-ce qu'au niveau national, mais également au niveau européen. Bien entendu, comme il est très séduisant, ça aiguise l'appétit. Donc, on a un taux de succès globalement qui doit être à 5% si on cumule l'ensemble des étapes de l'étape 1 jusqu'à l'étape 3. Autre question. Hop. Je reviens en arrière. Les projets portant sur les technologies duales sont-ils éligibles pour la relève du 8 juillet? Non, ce sera à partir du mois de septembre.
Merci. Autre question. Quid de la tenue le jour J? Je pense que comme Gorka a ouvert la boîte de Pandore sur comment je suis pour m'habiller. Bah, ça, non, mais il y a pas de tenue imposée, c'est juste vous. Enfin, il y a des sociétés, les porteurs aiment être en costume, quoi, et donc un truc très corporel, enfin, pas corporel, mais très affaire classique, entre guillemets, et puis d'autres qui veulent se jouer le côté ambiance start-up avec le t-shirt floqué ou quoi. On a vu de tout, mais c'est juste, voilà, anticipez-le dans le sens en préparation. Si vous prévoyez typiquement de pitcher en costume, est-ce que vous êtes à l'aise vraiment pour pitcher en costume ou pas, avec le stress qui va avec, et comme disait Isa ou quoi, le fait d'une heure d'attente, peut-être un peu à dégouliner dans son truc. Bon, Hop, une autre question. Combien de questions ont été posées pendant l'interview? Lisa, Jean-Philippe, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de questions. Je dirais entre 3 et 5 par membre du jury. Donc, Ouais, je crois qu'ils ont une espèce de, à tour de rôle, ils essayent d'en poser 2 ouais, à 3 chacun, je crois. ouais. Euh, S'ils ont le temps, ils font 2 tours. C'est-à-dire un premier tour, puis après, s'il y a le temps, un deuxième tour. 30 questions, c'est un chiffre qui revient très régulièrement. Donc, Ouais. pour un minima, alors tout dépend. Si les membres du jury sont très bavards et très longs pour poser leurs questions, mais en règle générale, effectivement, il y a 2 tours, et si on cumule les 2 tours, ça fait 30 questions. Mais là où on insiste beaucoup avec Gorka et l'équipe des PCN lorsqu'on fait les pitchs blancs, c'est bien entendu de faire des réponses très courtes. Parce que la pire des situations, c'est notamment qu'au deuxième tour, les moitiés des membres du jury ne peuvent plus poser leurs questions, et donc voici des membres du jury un peu frustrés, voire beaucoup frustrés, et donc forcément, même s'ils sont fans de votre projet, ça peut jouer. Donc l'idée dans la préparation, au-delà de tenir les 10 minutes de pitch impérativement, parce qu'au-delà des 10 minutes, ils coupent, sur la partie questions-réponses, même exercice, grosso modo, être capable de dire je fais 1 minute maximum par question. Et très souvent, les éléments de réponse figurent dans le dossier, notamment par les éléments chiffrés, et on se fait un peu coincer à ne pas forcément reprendre ces éléments chiffrés alors qu'ils répondent clairement à la question. Donc nous, ce qu'on conseille toujours, c'est dès lors que vous pouvez avoir un chiffre qui est capable de répondre à la question, mobiliser ce chiffre, il est quand même en règle générale assez puissant. Eh bien, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, c'est-à-dire que tout le monde a été très parfaitement clair, donc ravi. Encore une fois, merci beaucoup Lisa et Jean-Philippe pour le temps consacré à ce témoignage, à ce retour d'expérience. Et bien entendu, on suivra de très près les 2 entreprises, donc Mekaware et Spectronic, parce que ce sont des lauréats et donc font partie de la population des lauréats français de l'EIC Accelerator. Et je crois qu'on n'a pas totalement fini en fait, Gorka, parce que je crois qu'il y a des slides derrière les témoignages. C'est les aides financières au montage. Je ne sais pas si tu veux les traiter. Oui, on peut en parler rapidement. Donc, dans le cadre d'un dépôt de candidature, vous pouvez compter en fait sur des aides financières pour recruter des consultants. Donc, il existe un guichet au niveau national qui est géré par BPI France qui s'appelle le Diag Europe. Et certaines régions ont des guichets qui leur sont propres. Donc, on les a compilés sur notre site internet. Typiquement, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur en ont. Pays de la Loire vient d'en mettre un. Il faut qu'on le mette à jour d'ailleurs parce qu'il était suspendu. Donc, voilà, vous avez des petites aides qui peuvent exister. Voilà, et c'était la partie question. Mais je crois qu'on a purgé l'ensemble des questions. Encore merci. Vous allez recevoir un email dans la journée qui peut se glisser dans vos spams, donc méfiance. Vous aurez le lien vers le replay ainsi que le lien vers le support de présentation. Vous aurez les coordonnées de l'équipe PCN. Donc, si vous avez des questions, que ce soit étape 1, étape 2, étape 3, voire l'étape 4, et là, c'est pour Lisa et Jean-Philippe, il y a des questions sur la partie contractualisation, sur la partie due deal. Forcément, nous, ça nous intéresse aussi d'avoir de retour d'expérience. Et si on peut être utile, eh bien, on le saura. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à Au revoir. tous.